Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité est évidemment dominée par la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine avec l'armée russe. Après avoir dit pendant des semaines qu'il en était hors de question au moment même où les Américains suspectaient la Russie de vouloir intervenir. Alors, c'est évidemment un événement d'une très grande importance qui remet en cause les relations Est-Ouest, qui remet en cause les rapports de l'OTAN, des pays occidentaux, non seulement avec la Russie, mais aussi avec la Chine, mais aussi avec un grand nombre de pays du monde. Et il est donc important de s'intéresser à cet événement. Un événement qui est traité en France, comme la plupart d'ailleurs des événements, d'une façon superficielle et hâtive, et qui, comme un western américain, présente d'un côté le méchant, Vladimir Poutine, d'autre côté les gentils, les Ukrainiens. Puis peut-être certains, par esprit de contradiction, ont un peu tendance à renverser les rôles et à présenter Vladimir Poutine comme le gentil et les Ukrainiens comme les méchants. En fait, comme dans toute chose, la vérité est un petit peu plus compliquée et je vous invite à essayer avec moi de trier le bon grain de livret dans cette actualité. La toute première chose que je voudrais dire quand même, c'est qu'on ne peut pas tolérer qu'un État se fasse justice soi-même. C'est condamné par le droit international. Un État n'a pas le droit, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et depuis la création de l'Organisation des Nations Unies, n'a pas le droit d'intervenir militairement dans un autre État, à une seule exception près, si le Conseil de sécurité des Nations Unies, en vertu du chapitre 7 de la charte de l'ONU de San Francisco, si le Conseil de sécurité a donné son accord à un État ou un groupe d'États ou à des casques bleus pour intervenir militairement dans un autre État. Tout ça est très codifié, mais sinon on n'a pas le droit de le faire. Voilà. En d'autres termes, et je suis désolé de le dire à tous les admirateurs de la Russie, dont je fais partie, eh bien, il faut être juste et honnête. C'est un coup de force qu'a fait Vladimir Poutine et qui n'est pas conforme au droit international et qui doit donc être condamné. Cela étant, pourquoi est-ce que Vladimir Poutine a fait ce coup de force? Et c'est ça qui est important et que les médias ne présentent pas aux Français. Alors, l'histoire est très compliquée. L'histoire est très compliquée. Je vais essayer avec vous de tirer quelques grandes lignes de force qui expliquent la situation dans laquelle on est arrivé. Et comme dans bien souvent, il faut remonter loin dans l'histoire. Je vais me remonter à peu près au Moyen Âge, à une époque où, en fait, l'Ukraine, c'est quoi? C'est le moment où l'Europe passe de ces continents très diversifiés, avec des plaines, des montagnes, des fleuves, etc. D'un seul coup, on commence à arriver dans les grandes plaines qui vont faire la Russie. Et ce passage a été le lieu d'un nombre très important de peuplades qui ont voulu se partager ces morceaux de terre, des terres d'ailleurs très fertiles, puisque c'est considéré, l'Ukraine est considérée avec la France comme les deux pays les plus fertiles d'Europe. Et au Moyen Âge, il y a eu, à cet emplacement, la domination à la fois de la Lituanie et de la Grande Pologne. C'est très important de le connaître parce qu'aujourd'hui, il y a certains nationalistes polonais qui voudraient étendre la Pologne, retrouver une Pologne du Moyen Âge s'étendant jusqu'aux confins de l'Ukraine et de la mer Noire. Sans entrer dans trop de détails, il y a un point important qui est la date de 1654 avec un traité, le traité de Pereyaslav, qui va scinder ce territoire qui est à baptiser Ukraine, mais qui fait partie du duché de Lituanie et de Pologne. Et la rive gauche du Dniepr va être rattachée à l'empire des tsars, c'est sous le tsar Alexis Ier. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que le tsar va prendre le nom de tsar de toutes les Russies, avec la Rousse de Kiev. Je le signale parce que c'est très important pour la mentalité des Russes. Pour la mentalité des Russes, le rattachement d'une partie de ce qu'allait devenir l'Ukraine à l'empire des tsars est consubstantiel à l'identité russe. Il s'agit de, justement, l'empereur de toutes les Russies. Le mot même d'Ukraine, que ce soit en ukrainien ou en russe, signifie frontière, État tampon, si l'on peut dire. C'est cet État qui va se développer au cours des XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles sous l'autorité du tsar et qui va être ce tampon entre l'Europe et le monde russe et orthodoxe, ces grandes plaines de la Russie. 1654. Lorsqu'il y a la révolution russe,
dans les années qui suivent, il y a en réalité un redécoupage qui est fait, un découpage de la République socialiste d'Ukraine qui est fait par Staline. Et dans ce redécoupage, comme d'ailleurs Staline a fait également des découpages dans l'Asie centrale avec des problèmes non moindres qu'avec l'Ukraine, eh bien dans ce découpage, il y a une partie importante de cette République socialiste d'Ukraine peuplée d'Ukrainiens qui parlent l'ukrainien, qui ne parlent pas, c'est pas exactement la même langue que le russe, et qui regardent vers l'ouest, qui sont un peu les descendants de ce grand-duché de Pologne et de Lituanie. Ce sont une partie majoritaire des Ukrainiens qui regardent aujourd'hui vers l'Europe. Mais à l'est de cet État, il y a un certain nombre de territoires que l'on appelle le Donbass, qui sont peuplés de russophones, qui eux sont russes en fait, et regardent traditionnellement vers la Russie et vers l'Est. C'est ce complexe en fait multiethnique qui va causer des problèmes. D'abord des problèmes pendant les années 1920-1930, puisque sous Staline, il y a une espèce de, pas de génocide, mais en tout cas de famine organisée que les Ukrainiens ukrainophones vont appeler Holodomor, et qui suspectent Staline d'avoir voulu mater le sentiment nationaliste ukrainien qui tente à devenir anti-russe. Arrive la Seconde Guerre mondiale. Et une partie importante des Ukrainiens ukrainophones veut se saisir de l'invasion d'Adolf Hitler et des troupes nazies pour obtenir leur indépendance par rapport à la Russie. Et donc se développe en Ukraine un sentiment ultranationaliste, ultra-violent et néo-nazi que l'on trouve encore aujourd'hui. Arrive l'année 1954 où Khrouchtchev, le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique de l'époque, fête le tricentenaire de ce fameux traité de Péréoslav, à partir duquel est apparu le tsar de toutes les Russies, et qui témoigne dans l'esprit des Russes de la fusion entre le monde occidental et le monde russe. Et Khrouchtchev prend l'initiative de donner la péninsule de Crimée, qui avait été rattachée à l'Empire russe par Catherine, la Grande Catherine, à la fin du XVIIIe siècle, et qui auparavant n'avait pas appartenu à l'Ukraine d'ailleurs, mais à des khanats musulmans émanant de l'Empire ottoman, donc de ce qui est aujourd'hui la Turquie. Eh bien, Khrouchtchev prend cette initiative avec des conséquences très importantes, en fait, mais à l'époque passée inaperçue, de transférer, de faire cadeau de la péninsule de Crimée à la République socialiste d'Ukraine. À l'époque, on pensait que ça n'aurait aucune conséquence, puisque tout ceci faisait partie de l'ancien empire des tsars et donc de ce qui était devenu l'URSS. En réalité, il y avait dans cette péninsule de Crimée une base militaire très importante qui avait été créée par Catherine, la Grande Catherine, à la fin du XVIIIe siècle. Et c'était la ville de Sébastopol, qui est le grand port en eau chaude et en eau profonde pour l'armée russe. C'est un joyau stratégique fondamental pour l'armée russe. Et l'idée même que ça puisse passer sous des mains étrangères était évidemment intolérable. Lorsque Khrouchtchev transfère la propriété de la Crimée à l'Ukraine, eh bien, personne n'y voit malice. Mais lorsqu'en 1991, l'Union soviétique s'effondre, que la République socialiste d'Ukraine prend son indépendance, eh bien, elle récupère la Crimée qui lui avait été transmise dans les formes juridiques appropriées en termes de droit international. Qu'est-ce qui se passe à partir de 1991 ? Le pouvoir de Moscou est très affaibli. On est à l'époque sous l'autorité de Boris Yeltsin, qui est un homme qui va mener en fait l'effondrement de l'URSS et qui est une des personnalités les plus honnies aujourd'hui par les Russes, justement pour avoir dilapidé cet héritage extraordinaire bâti au cours des siècles. C'est ce que Vladimir Poutine appelle d'ailleurs la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. C'est l'effondrement, l'éparpillement de l'empire des tsars devenu URSS. Dans les premières années donc, le gouvernement de Moscou passe un accord avec le gouvernement de Kiev pour maintenir sa flotte en Crimée et à Sébastopol. Les choses se passent qu'à un cas, mais vont être remises en cause par les Américains, puisque les Américains n'ont de cesse que de profiter de l'effondrement géopolitique de l'Union soviétique pour essayer de pousser leurs avantages. En 1991, le président
George H. Bush, le premier président Bush, passe un accord avec Mikhaïl Gorbatchev pour qu'il lui dit que les pays nouvellement indépendants, l'effondrement de l'URSS, l'effondrement du pacte de Varsovie, eh bien que l'OTAN n'en profitera pas. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le président américain assure à son homologue russe Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendra pas vers les pays de l'Est et ne viendra pas tangenter la Russie. Malheureusement, pour la postérité, il n'y a pas eu un traité en bonne et due forme qui le disait. Mais ce sont des assurances qui ont été données à plusieurs reprises et qu'ont confirmé récemment Roland Dumas, l'ancien ministre français des Affaires étrangères, mais également un Allemand vice-président de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, mais également le magazine allemand Der Spiegel qui a sorti il y a quelques jours des archives qu'ils ont retrouvées et qui mentionnent noir sur blanc justement cet accord. Or, cet accord n'est pas respecté par les Américains. Les Américains, notamment lors de la fameuse tournée du président George W. Bush en 1991, lorsqu'il fait sa tournée notamment à l'université de Varsovie, il a cette formule, il dit « Nous faisons un bon accueil à une Europe vraiment unie » et il exige que tous les anciens pays de l'Est européens entrent d'abord dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne, confirmant ainsi ce que je ne cesse de dire et d'expliquer aux Français depuis 15 ans, c'est que l'Union européenne et l'OTAN sont les deux faces, la face civile et la face militaire, d'une même médaille qui est celle de l'asservissement du continent européen, ouest européen, aux intérêts géopolitiques américains. À cette époque, la Russie, en 2001, est tellement affaiblie qu'elle laisse faire, elle n'a pas d'autre choix que de laisser faire les Américains, qui appliquent un proverbe chinois qui s'appelle « piller les maisons qui brûlent », c'est-à-dire il faut profiter de tout, même lorsque l'ennemi est très affaibli, il faut surtout pas être chevalier ni gentleman, il faut en profiter pour prendre le maximum. C'est ce qui se passe en 2001. La Russie constate impuissante que la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, enfin à l'époque c'était encore la Tchécoslovaquie d'ailleurs, que tous ces pays entrent dans l'OTAN, ce qui est une catastrophe géopolitique majeure puisque tout le glacis géopolitique que Staline avait obtenu pour protéger l'Union soviétique et étendre son influence en Europe avec les conférences de Téhéran de 1943, de Yalta de 1944 et de Potsdam de 1945, eh bien tout cet héritage s'effondre. Arrive Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, un ancien du KGB et qui est arrivé au pouvoir en janvier 2000 et qui n'a pas réussi à empêcher cet effondrement, va essayer tout le long de sa carrière d'essayer de rattraper les morceaux cassés. Dans la mesure où la Pologne, la Hongrie, la République tchécoslovaque, la Bulgarie, la Roumanie, etc., tous ces pays sont entrés dans l'OTAN, ils bénéficient de la protection des États-Unis d'Amérique et de l'OTAN, et notamment de ce fameux article qui fait que lorsqu'un État de l'OTAN est attaqué, tous les autres, eh bien, le protègent. Mais il y a deux États qui font encore protection vis-à-vis entre l'Europe et le monde russe. Il s'agit de la Russie blanche, la Biélorussie, et il s'agit de l'Ukraine. La Biélorussie est dirigée par un autocrate qui se révèle être en fait un soutien très fidèle de la Russie, capitale Minsk. La tête, c'est donc le président Loukachenko, et qui donc refuse d'entrer dans l'OTAN, et qui va donc rester un des pions fondamentaux de protection de l'espace russe. Quant à l'Ukraine, elle passe donc des accords, notamment de location de la base de Sébastopol à la Russie. Seulement voilà, les États-Unis en veulent toujours plus. Les États-Unis, l'OTAN et les pays occidentaux en veulent toujours plus, toujours plus. Il est là le problème d'origine. C'est-à-dire que loin de se contenter de cette prise géopolitique déjà majeure, qui était l'ensemble des pays de l'Est européen, les Américains veulent appliquer l'idée de quelqu'un comme Zbigniew Brzezinski, qui a été le conseiller diplomatique du président Carter et récemment du président Obama, un homme d'origine polonaise, et qui a écrit dans son livre Le Grand Échiquier que si les États-Unis arrivaient à arracher l'Ukraine à l'influence russe,
c'en serait fini pour toujours de la puissance russe dans le monde. Alors, on peut apprécier, ne pas apprécier, critiquer cette théorie de Zbigniew-Brzezinski. Cette théorie existe. Et l'Ukraine est donc devenue une espèce d'enjeu à la fois géopolitique, géostratégique, mais aussi symbolique, de savoir celui qui possédera l'Ukraine, soit c'est la Russie et elle retrouvera sa grandeur passée, soit c'est le monde occidental et c'en sera fini de la Russie comme d'une grande puissance. Il est là l'enjeu fondamental à comprendre. Cela signifie notamment que les dirigeants russes aujourd'hui jamais ne céderont sur l'Ukraine. Céder sur l'Ukraine, ça serait céder sur la grande puissance de la Russie. Or, les Russes, vous n'allez pas les réinventer, moi non plus, les Russes sont patriotes majoritairement. De telle sorte que les États-Unis vont créer des problèmes à partir de 2004. Ils sont derrière la révolution orange, qui fait déjà changer le pouvoir à Kiev, et puis ils essayent ensuite, dans les années qui suivent, d'obtenir du pouvoir de Kiev, qui est quand même assez prudent, qui ménage quand même le grand protecteur russe, eh bien ils essayent d'obtenir que ce gouvernement entraîne l'Ukraine vers une adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN, mais de façon discrète et subreptice, comme si les Russes n'allaient pas surveiller ce qui se passait. Arrive le Maïdan, la révolution du Maïdan, en 2013-2014, où l'on a vu Madame Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine, intervenir par téléphone. Ça a été capté d'ailleurs par l'armée russe, qui l'a diffusé ensuite sur Internet à la grande confusion des Américains. On a vu Madame Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État, dicter à son ambassadeur à Kiev, Geoffrey Payat, l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine, comment devait être constitué le nouveau gouvernement ukrainien après la révolution du Maïdan. Avec notamment, à l'intérieur de ce gouvernement, il était question d'y mettre des boxeurs, des personnes proches de la mafia et également des forces néo-nazies comme le parti Svoboda, qui veut dire liberté, ou le mouvement Pravi Sektor, qui veut dire secteur droit. C'est l'époque où l'ensemble de l'Occident intervient massivement, où l'on voit Laurent Fabius notamment qui se rend à Kiev, qui rencontre des gens extraordinairement peu recommandables. Et c'est le moment où on commence à voir un soutien des Américains, notamment de l'OTAN, de certaines armées, notamment l'armée canadienne, qui commence à faire un rôle de conseiller militaire à la garde nationale ukrainienne, à l'armée ukrainienne, et parmi la garde nationale ukrainienne, des entités totalement néo-nazies, parce qu'il faut le dire, je l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure, il y a de réels mouvements importants néo-nazis. Quand on dit néo-nazis, c'est néo-nazis qui valorisent notamment le tel ou tel collaborateur des années 1940 avec les hitlériens, ces collaborateurs étant le représentant aux yeux de la population ukrainienne, ukrainophone, une partie d'entre elles en tout cas, des symboles du patriotisme contre la Russie conquérante. Voilà ce qui se passe. Suite à cet Euromaïdan, les populations ukrainiennes russophones commencent à bouger beaucoup. D'une part, sur le continent, si l'on peut dire, dans ce qu'on appelle le Donbass, la partie est de l'Ukraine, où les russophones ont le sentiment d'être de plus en plus brimés. D'autre part, la péninsule de Crimée, qui est toujours à l'Ukraine, mais où les Russes, et notamment Vladimir Poutine, se rendent compte que s'ils laissent faire, les Ukrainiens vont basculer dans l'OTAN, et l'OTAN mettrait la main simplement sur le port de Sébastopol, qui est le plus grand port russe dans le monde, et celui qui donne accès à la mer Noire, à la Méditerranée et au monde, le port en eau chaude de la marine russe. C'est la raison pour laquelle, en homme d'État, en homme pénétré de l'histoire russe, de la grandeur de la Russie, Vladimir Poutine réagit, ne peut pas tolérer que l'un élément absolument essentiel de sa défense, le port de Sébastopol, bascule dans l'OTAN. Un petit peu comme si l'on avait la Bretagne qui basculait dans le camp des États-Unis et que donc notre base de l'île Longue, où il y a les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, basculait à une force étrangère. D'où en 2014 l'intervention russe en Crimée.
sachant que la Crimée est peuplée depuis la fin du XVIIIe siècle par des Russes, et russophones bien entendu, très russes. La méthode est un peu expéditive. En 2014, elle contrevient au droit international, mais il est un fait que la population en Crimée est à 95% russophone et russophile. Donc le référendum a lieu et Vladimir Poutine rattache la Crimée à la Russie, revient donc sur ce don fait par Khrouchtchev en 1954, et ceci au grand scandale de la communauté internationale, comme on dit dans les médias européistes et américains, c'est-à-dire en fait les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'Union européenne. C'est ça que dans notre jargon on appelle la communauté internationale. Mais pourquoi se scandalise-t-il de ça ? Pas vraiment parce que la Crimée est revenue à la Russie sur le plan, comment dirais-je, technique. C'est simplement parce que il voit échouer le plan washingtonien d'arracher ce joyau à la Russie, d'arracher le joyau de la Crimée pour le mettre dans le camp de l'OTAN. À partir de ce moment-là, les actions dégénèrent et les populations qui sont à l'est de l'Ukraine, notamment dans les oblasts de Donetsk et de Luhansk, eh bien, décident de proclamer leur indépendance, leur autonomie. Pour fixer les ordres de grandeur, la République populaire autoproclamée de Luhansk et celle de Donetsk ont une superficie l'une et l'autre de l'ordre de 80 000 km², c'est-à-dire à peu près la superficie du département de la Saône-et-Loire ou du département de la Dordogne en France. Vous voyez que ce sont quand même pas des entités gigantesques, mais c'est là où il y a une population d'origine russe, russophone, et qui est de plus en plus brimée par les ukrainophones. Arrivent donc des conflits et qui sont ce que l'on essaye de régler par les fameux accords de Minsk. Les accords de Minsk sont signés donc à Minsk, la capitale de la Biélorussie, en 2014, en septembre 2014. Donc c'est à cette époque-là que vraiment les choses évoluent rapidement. Et dans ces accords de Minsk, la Russie n'en fait pas partie. Elle n'est qu'un pays observateur, comme on dit, mais elle n'est pas partie au traité. Partie comme une partie, ça n'est pas une des parties du traité. Les accords de Minsk, en fait, il y a le gouvernement de Kiev, gouvernement légitime de l'Ukraine, et il y a les représentants de ces deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Luhansk. Et l'idée des accords de Minsk, c'est que le gouvernement ukrainien central fait la promesse, prend l'engagement de donner une autonomie très importante à ces provinces orientales, y compris en matière d'utilisation de la langue russe. Or, la Russie ne fait pas partie du traité, mais elle est observatrice. Et elle observe quoi ? Elle observe qu'en fait, le gouvernement de Kiev ne respecte pas les accords de Minsk. En réalité, veut essayer de mater la rébellion qu'il y a dans les provinces russophones, veut essayer de force de les intégrer dans un État qui, par ailleurs, regarde toujours vers l'Ouest, vers l'OTAN et vers l'Union européenne. C'est-à-dire que les forces qui sont derrière, les États-Unis, l'OTAN, l'Union européenne et malheureusement la France qui fait partie de tout cela, continuent à jeter et jeter et jeter de l'huile sur le feu avec ce fol espoir de pouvoir toujours arracher à la Russie cette Ukraine. Alors je vois ici bien entendu certains qui vont dire mais enfin l'Ukraine est un pays indépendant, elle devrait faire ce qu'elle veut. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est que, à l'intérieur même de l'Ukraine, vous l'avez compris maintenant, il y a vraiment un même peuple, mais qui est tiraillé. En fait, c'est l'un est russe et l'autre ne l'est pas. L'un regarde vers l'ouest et l'autre regarde vers l'est. En réalité, il n'est pas possible de régler cette affaire sans que Moscou ne s'en mêle, puisque Moscou, je l'ai expliqué précédemment, c'est non seulement son histoire, mais c'est aussi sa protection. Moscou croit, pense, et a raison de penser, que s'il laisse filer l'Ukraine à l'OTAN, il y aura bientôt, comme c'est le cas d'ailleurs dans les pays baltes, des bases militaires qui seront le long de la frontière russe. Alors évidemment, certains pourront dire mais si l'Ukraine a envie d'adhérer à l'OTAN,
mais qu'elle adhère à l'OTAN. Si elle a envie d'adhérer à l'Union européenne, qu'elle adhère à l'Union européenne. Vladimir Poutine est un dictateur parce que l'Ukraine est un pays souverain. Je comprends ce raisonnement. Mais c'est un raisonnement qui passe à côté d'un élément absolument fondamental qui s'appelle la réalité. La réalité des rapports de force. Rappelez-vous un événement considérable. La plupart d'entre vous, d'ailleurs, ne l'ont pas connu. Seules les personnes de plus de 70 ans se le rappellent pour l'avoir vécu. C'était l'affaire des missiles de Cuba en 1962. C'est exactement la même chose, mais en miroir. En 1962, Khrouchtchev, qui est toujours au pouvoir à Moscou, décide d'envoyer pour installer sur l'île de Cuba des missiles ayant pour cible les États-Unis d'Amérique, et notamment, vous savez que l'île de Cuba n'est qu'à quelques centaines de kilomètres des côtes de Floride. Donc, en installant ces missiles, on est en 1962, il n'y a pas encore les missiles intercontinentaux, etc., qu'on inventera dans les décennies suivantes. Mais en 1962, c'est une démarche extraordinairement menaçante et agressive pour les États-Unis d'Amérique que d'avoir l'installation de missiles sur l'île de Cuba. Le président des États-Unis de l'époque, Kennedy, exige que les Russes démantèlent les missiles qui sont en cours d'installation et menace sinon une troisième guerre mondiale, c'est-à-dire l'engagement des forces nucléaires. Et à l'époque, Charles de Gaulle, qui pourtant essayait de prendre toujours ses distances avec les États-Unis d'Amérique, Charles de Gaulle apporte son soutien aux États-Unis d'Amérique. Parce qu'il estime, et en fait la quasi-totalité du monde estime, que c'est une véritable provocation. Je crois qu'il y a un proverbe cubain qui dit « Hélas, hélas, nous sommes si loin de Dieu et si près des États-Unis ». Voilà, lorsque l'on est près d'une hyperpuissance, eh bien, il y a des éléments de souveraineté qui sont affaiblis. Voilà. Même le gouvernement du président mexicain actuel, qui est un président de gauche, ne prendra jamais l'initiative de faire installer des bases militaires russes juste à 100 km de la frontière américaine. Parce que l'on ne vient pas titiller une hyperpuissance qui possède un armement nucléaire considérable. Eh bien, ce que les Américains ne toléreraient pas, et auraient raison de ne pas tolérer, c'est exactement la même chose que les Russes ne tolèrent pas avec l'Ukraine.